Voilà, mesdames et messieurs, mesdemoiselles, damoiseaux, s'il y en a, comme on dit. Je vois qu'il y a un tout jeune là-bas, tout jeune. C'est un garçon ou une fille? Une demoiselle. Donc, en tout cas, mademoiselle, et peut-être d'autres demoiselles parmi vous, soyez les bienvenus pour cette présentation, cette conférence à propos d'hypnose. Alors, la conférence va évidemment vous montrer un petit peu ce que c'est l'hypnose. Je vais tenter au mieux de vous expliquer comment ça marche et surtout, ça c'est vraiment important, pourquoi ça marche. Mon intention, c'est que vous repartiez d'ici tout à l'heure en traversant la porte, juste le cadre comme ça, tac, avec l'idée, intéressant quand même. Peut-être que je peux l'utiliser pour moi. Vous verrez si j'ai réussi mon coup ou pas. Si je l'ai réussi à fond ou juste un peu. Si je suis ici pour prendre la parole dans ce salon, c'est aussi pour présenter l'association Objectif Hypnose. Cette association Objectif Hypnose regroupe les hypnothérapeutes en Romandie. Et nous sommes, en tant qu'association, présents sur le stand numéro 37, vous l'avez peut-être déjà vu ou vous allez le découvrir, stand sur lequel on est plusieurs hypnothérapeutes à répondre à vos questions et aussi, pour ceux qui le désirent, à faire une expérience hypnotique. Genre une séance courte dans le temps, mais profonde en intensité et en efficacité. Donc, cette association est assez jeune, ça fait 3 ans qu'elle existe, et en 3 ans, nous avons déjà réuni 67 membres. L'idée était d'offrir aux hypnothérapeutes une alternative par rapport à la réalité fréquente d'être seul, isolé dans son cabinet. Donc, c'est une réussite et ça continue d'augmenter. Vous avez donc ici une association qui peut vous répondre à vos questions et vous aiguiller. Vous pourrez, si vous le désirez, emporter avec vous un flyer avec la liste des 67 membres romans qui sont triés par numéro postal, donc par région, pour trouver éventuellement, si ça vous intéresse, quelqu'un près de chez vous. L'hypnose donc. Qu'est-ce qu'on sait de l'hypnose aujourd'hui? Qu'est-ce que monsieur et madame tout le monde, que vous êtes ou que vous n'êtes pas, connaît de l'hypnose? Ce qu'on voit à la télé, ce qu'on voit sur YouTube, ça c'est la première chose qui frappe, parce que c'est spectaculaire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle l'hypnose de spectacle, parce que c'est vraiment bizarre, les effets. On voit un type qui arrive comme ça, tac, et puis la personne elle tombe comme une mouche. C'est étrange, ça fait peur un peu. On se dit ouais mais bon, est-ce que ça marche? C'est du chiquet? C'est vrai? Ou pas? Il y a une autre hypnose qui est connue et qui fait parler d'elle depuis quelques mois, années, mais enfin depuis relativement peu, c'est l'hypnose utilisée dans le médical, l'hypnose médicale. Cette hypnose est utilisée de plus en plus dans les hôpitaux. On a ça au CHU de Genève. Bonjour, on a ça au CHUV à Lausanne et à d'autres hôpitaux, je ne connais pas tous les hôpitaux, mais effectivement où on va de plus en plus utiliser l'hypnose pour 2 choses principales, lutter contre la douleur ou gérer la douleur et les anesthésies ou l'aide à l'anesthésie, c'est-à-dire faire des opérations en état d'hypnose. Cette hypnose médicale a pu se mettre en place durant ces dernières années grâce aux formidables percées scientifiques des neurosciences, qui sont assez récentes quand même. Je ne sais pas exactement quand ça a commencé, mais c'est quelques décennies. Et de plus en plus, grâce à l'imagerie cérébrale, les scanners qui vous découpent le cerveau en rondelles, et tout cet appareillage technique extraordinairement moderne et précis, on peut voir dans le cerveau quelles sont les parties du cerveau qui sont stimulées ou qui sont en action dans certaines circonstances. On va donc pouvoir identifier que lorsque vous avez un souvenir, par exemple
Vous pouvez faire le test maintenant. Pensez à un souvenir de vacances agréable. Je pense qu'on en a tous. Il est peut-être proche, peut-être plus lointain. C'est une certaine partie de votre cerveau qui active le souvenir, qui fait revenir l'image et les sensations qui vont avec. Une certaine partie du cerveau. Et vous savez que vous êtes en train de vous souvenir. Par contre, si on vous met dans l'état hypnotique et qu'on vous guide pour retourner dans ce souvenir-là, c'est d'autres parties du cerveau qui s'activent. Ce n'est pas la partie du souvenir, mais c'est une autre zone du cerveau et vous allez revivre l'expérience. Vous pouvez retrouver des sensations extrêmement subtiles, telles que les odeurs, les sensations physiques, la chaleur, etc., les températures, bref. Pas toujours de la chaleur, si jamais vous avez un souvenir de vacances chez les Esquimaux, voilà. Mais enfin, vous avez toutes les perceptions qui sont à disposition. Et donc, on se rend compte, grâce à cette imagerie cérébrale, que les zones du cerveau qui sont en action en hypnose ou à l'état d'éveil sont différentes. Et ça permet de comprendre pourquoi l'hypnose fonctionne, en tout cas l'observer. Du coup, les scientifiques se sont intéressés en disant « Ah, cette hypnose qu'on a toujours rejetée comme un truc ésotérique, voire diabolique, un peu plus loin dans le temps, hein, finalement, c'est pas si inintéressant, et on va donc voir ce qu'on peut en faire. » Et des médecins se sont intéressés à l'hypnose et ont commencé à étudier, à pratiquer et à expérimenter l'hypnose depuis le XVIIIe siècle, avec notamment Milton Erickson, qui était un médecin psychiatre américain qui a créé l'hypnose ericksonienne. Je pense que vous en avez tous plus ou moins entendu parler. Donc, c'est pas tout frais, mais c'est quand même relativement récent que l'hypnose entre dans le monde médical, est accueillie par la science, surtout donc grâce à ces percées de compréhension neurologique. L'hypnose médicale, donc, pratiquée par des médecins dans le cadre clinique. Je reviens à ce que je signalais tout au début. L'hypnose de spectacle, c'est une hypnose carrément moins sérieuse que l'hypnose des médecins, vous en conviendrez. C'est une hypnose rigolote, marrante, c'est une hypnose pour s'amuser et qui amène les gens à faire des expériences qui sont spectaculaires, mais pas toujours très futées, on va dire. Donc on va laisser croire ou laisser entendre que l'hypnotiseur a un pouvoir sur la personne et que cette personne va réaliser tout ce que le gars va lui dire. C'est ce qu'on voit avec Mesmer, enfin les spectacles qui font ça. Je fais aussi du spectacle, un peu pour m'amuser parce que je trouve ça cool, mais effectivement on obtient des résultats avec les personnes qui sont bien d'accord de vivre cette expérience. Il est impossible de vous hypnotiser si vous ne le désirez pas. Ça, c'est important à savoir. Quand un hypnotiseur de spectacle fait venir des gens sur scène, il ne va pas les choisir. Il va faire un petit exercice pour voir un petit peu comment les gens réagissent. Et parmi les gens qui ont bien réagi, il va dire « Ceux qui ont envie d'aller plus loin, venez ». Donc les personnes qui se lèvent sont déjà préconditionnées, donnent déjà une partie de leur accord. Ensuite, sur scène, il y a d'autres tests qui se suivent, qui sont de plus en plus intenses. À chaque fois, la personne part en hypnose, elle ressort, elle repart, elle ressort. On appelle ça techniquement du fractionnement. C'est important parce que ça accentue la transe à chaque fois. Et au fur et à mesure que le spectacle avance, les personnes qui ne réagissent pas bien sont gentiment invitées à regagner leur siège. Et on ne garde sur scène que les personnes qui non seulement donnent leur accord, non seulement commencent à être hypnotisées de plus en plus profondément, et en plus de ça, vont donc atteindre un degré d'hypnose profond qui va faire qu'à un moment donné, quand on dit « dors », effectivement, la personne tombe. C'est tout à fait normal, logique, naturel. Si la personne ne tombe pas, on lui dit « ok, regagnez votre place ». Il n'y a pas de problème. Ça veut dire que les personnes qui tombent
entendez-moi, tombent comme des mouches, hein, quand on dit dort, donnent leur accord à ça, ont envie de faire cette expérience de lâcher prise. C'est un lâcher prise assez extraordinaire qui est très intéressant à vivre. Lâcher prise. Rien que le terme, ça fait rêver. Aujourd'hui, où tout le monde est stressé, tout le monde est suroccupé, à courir dans tous les sens, quand on vous dit lâcher prise, vous dites oh, j'aimerais bien, mais comment on fait? Donc juste avoir une petite expérience de ça, c'est très intéressant. Malheureusement, comme le spectacle cherche de l'audimat, on va effectivement, les médias vont extraire des spectacles les éléments les plus spectaculaires, donc là où il se passe quelque chose de vraiment bizarre, et c'est ça que vous allez capter quand vous regardez la télé, ou quand vous allez sur YouTube, vous allez voir juste cette partie-là, qui est sortie de son contexte. Donc ça donne un peu une fausse image. Maintenant, on peut faire de l'hypnose de spectacle de manière plus ou moins subtile, c'est-à-dire qu'on peut utiliser cette ressource, cette expérience que la personne vit, pour installer ce qu'on appelle une ressource, c'est-à-dire une force intérieure, soit un état d'être, soit une compétence inconsciente qui va se mettre en place. Du coup, c'est beaucoup plus intéressant. La dernière fois que j'ai fait ça, j'ai pu mettre à plat la tête là, les pieds là, sur deux chaises, quelqu'un complètement catalepsie totale, raidi comme une planche en bois. Et c'est absolument hallucinant de voir ça, surtout que la personne n'était pas du tout sportive. Donc elle n'avait pas un physique qui explique que ce soit possible. Elle prend, si on veut, dans ses ressources intérieures, la force, la stabilité. Et moi, je vais utiliser ça, en l'occurrence c'est ce que j'ai fait, j'ai utilisé ça pour lui donner des suggestions à l'intérieur de cette expérience forte qu'elle a vécue, lui donner des suggestions de force, justement, de stabilité, de solidité, et qu'en même temps, elle pouvait être parfaitement, indestructible à l'extérieur, parfaitement immobile et totalement souple à l'intérieur. C'est pour vous donner des indications ou peut-être des pistes pour comprendre qu'on peut faire n'importe quelle hypnose. Ce qui va être intéressant, important, c'est comment l'hypnotiseur ou l'hypnothérapeute va utiliser le phénomène hypnotique, c'est-à-dire l'expérience en tant que telle, pour mettre en œuvre le subconscient dans quelque chose de constructif. Hypnose de spectacle, hypnose médicale. Vous avez encore l'hypnose de rue, qui est un peu comme l'hypnose de spectacle, sauf que ça se fait très rapidement dans la rue. Et ici aussi, on va permettre à la personne de faire une expérience intérieure consciemment bizarre, hein, mais qui, curieusement, est extraordinairement familière de connexion à soi, pour installer une ressource très rapidement dans la rue. J'aime bien faire ça de temps en temps. Le problème, c'est que c'est interdit, donc il faut faire ça un petit peu. Enfin, c'est interdit, ça dépend des communes, mais comme la police ne comprend rien à tout ça, ils n'aiment pas trop. Bref. Et puis, il reste une quatrième hypnose que j'ai gardée pour la bonne bouche. C'est l'hypnose que nous pratiquons en tant qu'hypnothérapeute, c'est-à-dire la thérapie. Hypnothérapie. Donc, spectacle, hypnose de rue, hypnothérapie, hypnose médicale. C'est vraiment dans l'ordre. Hein. Donc on est plutôt côté sérieux, mais ça va dépendre de la sensibilité ou de la personnalité du thérapeute qui va vous permettre de vivre des choses qui sont créatives. Il est utile peut-être à cet endroit pour comprendre ça, de savoir que le subconscient fonctionne un peu comme un enfant de 6 ans. Alors, c'est pas qu'il est idiot, hein, loin de là. C'est qu'il est très curieux et très créatif. Un enfant de 6 ans, il est tout le temps en train de s'inventer des mondes, et puis tout l'intéresse. Il est curieux de tout, il veut tout comprendre, c'est la période des pourquoi, etc. Et donc, cet état d'esprit de curiosité et de créativité est très très important, nous habite profondément. C'est comme ça que le subconscient fonctionne. Ici, vous pouvez vous repérer dans le parcours de
cette présentation, les différents états hypnotiques, on en a parlé un peu. Donc ces différentes hypnoses, et ce qu'on peut ressentir à travers l'hypnose. On va contacter des sensations qui ne sont pas consciemment habituelles, mais qui sont inconsciemment familières. Vous avez toutes et tous un univers intérieur, un monde qui n'appartient qu'à vous, qui est à l'intérieur de vous. Ce monde-là est unique. Il n'y en a pas deux qui sont pareils. Vous avez un univers, chez certains, il y a des licornes, des petites fleurs, chez d'autres, il y a des bateaux. Moi, c'est plutôt Superman. Chacun son truc. Mais, on a un univers intérieur qui se nourrit de nos rêves. Et dans cet univers intérieur, il y a aussi parfois des bugs. Et on va explorer un peu ça pour comprendre qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas comme on aimerait. On va d'abord percevoir le monde. Percevoir le monde avec nos 5 sens. Tout le monde les connaît. Ces sens qui nous permettent de capter ce qu'il y a à l'extérieur de nous. On va capter donc visuellement. Ça, c'est le sens qui nous permet de capter très loin. On peut même voir les étoiles. Après, on va avoir un sens qui est plus proche, mais qui est quand même encore assez loin, c'est l'auditif. Si vous avez un chantier à 250 mètres de chez vous, vous savez de quoi je parle. Ensuite, les sens suivants sont beaucoup plus proches. On va avoir le kinesthésique, donc les sensations physiques qui vont être possibles quand quelqu'un s'approche, soit qu'on le touche. Je dis quelqu'un, mais ça peut être aussi un objet, donc le toucher. Mais ces sensations physiques, elles sont plus larges aussi que ça, puisqu'on peut ressentir, vous pouvez peut-être ressentir un peu mon énergie, parce que je ne suis pas trop loin de vous, je ressens un peu la vôtre. C'est déjà un peu du kinesthésique, même si c'est en interne. Et puis après, vous avez l'odorat. Alors il y a des gens qui sont plus ou moins, qui ont l'odorat plus ou moins développé, mais généralement, on doit vraiment s'approcher d'une rose pour sentir son parfum. Et puis après, il y a le goût. Donc là, on est vraiment tout près, on ingère les aliments. Le baiser d'un amoureux, par exemple, il y en a peut-être à qui ça parle. On est dans le goût, on intègre. Donc ces différents sens ont différentes fonctions et nous permettent de capter le monde dans toute sa dimension, du plus loin au plus intégré. C'est très important ça. Ce qui se passe, c'est que on va donc capter des choses à l'extérieur, et au moment où ça rentre à l'intérieur de nous, ça va être réinterprété. Et c'est là où le monde extérieur, ce qu'on appelle la réalité, va devenir votre monde intérieur. Comment vous percevez le monde. Et à cet endroit, il y a filtre mental. Il y a des filtres ou mentaux, je ne sais jamais si on doit le décliner ou pas. Bref, vous m'avez compris, il y a des filtres qui font que la réalité, quand elle entre à l'intérieur de vous, est modifiée. C'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas de réalité extérieure. Il n'y a que des réalités intérieures, et que la réalité extérieure est construite des points de vue de tout le monde. Enfin, c'est un petit peu ésotérique, c'est un peu bizarre ça, mais tout ça pour dire que la réalité extérieure n'existe qu'à partir du moment où elle rentre à l'intérieur de vous. Elle existe pour vous. Et c'est votre vision du monde. Et l'autre et tous les autres ont une autre perception. C'est joli de penser à ça parce que ça permet de développer un peu de compréhension par rapport aux gens qui ne sont pas comme nous. Simplement, ils perçoivent le monde d'une manière différente, ils ont des filtres différents. Les filtres se développent au fil du temps. Quand vous venez au monde sans filtre, ou quasiment sans filtre. Et puis très rapidement, il y a des expériences qui se font, même dans le berceau. Quand papa, maman voulaient vous faire dormir parce qu'ils avaient sommeil, et puis que vous étiez dans votre berceau à ressentir que vous êtes perdu tout seul dans l'univers qui est inconnu, vous aviez peut-être déjà peur.
ou peut-être même déjà un sentiment de tristesse, d'abandon, de distance, avec maman qui vous laisse, etc. Ou papa qui se lève au milieu de la nuit et dit « ça suffit de crier comme ça », etc. Hein? Donc on a très vite, très vite des expériences. Et ça c'est très important, de comprendre que ces expériences vont s'empiler au fil du temps, et je vais vous en donner le détail tout de suite. Ces expériences vont s'empiler et vont créer les filtres mentaux qui vont faire que le monde extérieur s'intègre de cette manière-là à l'intérieur de vous. Vous savez toutes et tous que l'être humain est divisé en deux parties, enfin l'esprit humain est divisé en deux parties, le conscient et l'inconscient. Tout le monde est d'accord là-dessus. Pour être un peu plus subtil, on peut diviser l'inconscient en deux parties. Subconscient et inconscient profond. Ça nous fait trois parties. Conscient, subconscient, inconscient profond. Et je vais détailler ça un peu pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Le conscient, tout le monde sait ce que c'est. Hein? Tout le monde sait que le conscient, c'est ce qui nous permet de vivre, c'est nos pensées, etc. Enfin, on croit que c'est ça, en tout cas. C'est cette espèce de truc qui a l'air de contrôler les choses. Hein. Le conscient, c'est seulement 7% de l'activité neuronale. C'est pas beaucoup. 7% de l'activité neuronale. Et par exemple, la petite fille qui est là-bas, hein, qui est en train de manifester son désaccord avec l'inconfort du moment, parce qu'en fait, elle n'en a rien à cirer de ce que je suis en train de raconter. Et je la comprends. Parce qu'elle a toute la vie pour découvrir tout ça. Pour l'instant, elle a envie de sa maman. Hein. Et elle a peut-être envie de prendre l'air, ou elle a peut-être soif, j'en sais rien. Elle manifeste. Elle perçoit le monde, elle le filtre, déjà avec les peu de filtres qu'elle a, elle ressent déjà des choses, des émotions, on va en parler juste après, et sa construction mentale va déjà être en train de réaliser les premiers programmes. Si je pleure, ma maman me berce, donc c'est cool. Donc de temps en temps, il faut pleurer, parce qu'au bout d'un moment, elle en a marre. Etc. Les premières constructions qui se mettent en place, hein, avec la note si bémol qui nous accompagne. Ok. Excusez-moi. Donc ce qui est vraiment très intéressant de comprendre, c'est comment cette construction interne se réalise. Donc le conscient, 7% de l'activité neuronale. Vous pensez faire plein de choses de manière consciente, vous allez, vous venez, vous travaillez, vous faites des choses. Merci à vous. Et donc vous avez l'impression de faire plein de choses, et c'est vrai, vous faites plein de choses avec le conscient. C'est seulement 7% de l'activité neuronale. Imaginez tout ce que vous faites d'inconscient avec les 93% restants. On va en parler. Le conscient est quelque chose de très important. C'est l'interface entre votre monde intérieur et le monde extérieur qu'on appelle la réalité. En réalité, il n'y a qu'une réalité pour vous, c'est celle qui est à l'intérieur de vous. Et donc, ce conscient va vous permettre d'aller et venir, d'interagir dans l'univers matériel. Espace, matière, temps. Ça vous permet de gérer ça. Si on veut, le conscient s'occupe de la logistique de votre vie. Le conscient est logique, il est rationnel, il est linéaire, il fait un truc après l'autre. Pas possible pour lui de faire plus de 2 choses, et même 2 choses pas longtemps. Hein. Pensez en même temps à la position de votre pied droit et au rythme de votre respiration, et en même temps vous écoutez les modulations de ma voix. Déjà vous avez perdu le premier. C'est pas possible. Donc les informations sont très limitées dans le conscient. Mais il est tout à fait apte à faire plein de choses pour nous faire vivre. Dans le conscient, on trouve les mémoires courtes. Vous vous rappelez avoir monté l'escalier tout à l'heure ici. Et c'est une mémoire qui est utile parce qu'après vous devez reprendre l'escalier. Donc ça reste dans le conscient. Mais dès demain, vous n'aurez plus aucun intérêt avec cet escalier d'aujourd'hui. Cette mémoire-là va passer dans le subconscient. Ok ?
Le subconscient, 25% de l'activité neuronale. Ça commence à être intéressant. Là, on va faire des choses avec ça. Et on fait plein de choses. Je vais y revenir pour le détailler parce que c'est avec lui qu'on travaille en hypnose. En dessous, l'inconscient profond. L'inconscient profond, presque 70%, 68% d'activité neuronale. Bon, les chiffres sont à peu près, hein, mais ils sont assez corrects. Donc une grosse part de l'activité neuronale qui gère le corps. Ça gère le corps. Là, on est totalement sous le radar. Même avec l'hypnose, on ne peut pas aller dans l'inconscient profond. Ça gère le corps. Mais ça gère quoi exactement? Le système immunitaire, les battements du cœur, la température, la pression sanguine. Quand il fait froid, vous avez les poils qui se lèvent. Quand vous vous coupez, ça se recolle tout seul, ça cicatrise tout seul, etc. Quand vous dormez, ça se répare, ça recrée des cellules, ça répare des cellules, ça crée la santé et ça crée aussi les maladies. Qu'est-ce qui se passe dans cet inconscient profond pour créer les maladies? Pourquoi il crée les maladies? C'est idiot. En fait, l'inconscient profond va suivre, va s'aligner à ce qui se passe dans le subconscient. Quand le subconscient bouge, l'inconscient profond réaligne. Il adapte en fonction de ce qui se passe dans le subconscient. L'inconscient profond est là pour vous maintenir en vie. 100 000 milliards de cellules, un corps humain. Je ne sais même pas comment ça s'écrit, tellement il doit y avoir de zéro, je ne sais pas. C'est énorme. Dans chaque cellule, 100 000 milliards d'atomes. Donc il a du boulot, notre inconscient profond, à faire que tout ça, ça tient. Parce qu'on ne sait toujours pas comment ça tient. On dit qu'il y a une force électrique qui tienne les protons, les électrons et tout le bidule. Mais on ne sait pas ce que c'est, cette force électrique. C'est essentiellement vide. Et notre inconscient profond s'occupe de ça. C'est passionnant. Et donc il s'aligne à ce qui se passe dans le subconscient. Je reviens donc à ce subconscient qui est très important. Dans le subconscient, on va trouver les mémoires longues. Donc tout ce qui n'est plus utile pour la vie de tous les jours passe là-dedans. Et tous les souvenirs sont mémorisés. Des milliards d'informations mémorisées. Chaque séquence de votre vie, avec tous les détails. Et c'est important de savoir ça. Tous les détails sont répertoriés. C'est comme des séquences, c'est comme des images, sauf qu'il y a toutes les autres sens qui sont présents. Il y a une deuxième chose importante dans le subconscient, les émotions. Les émotions, c'est le deuxième outil du subconscient. Le subconscient, il est là pour nous protéger. C'est notre protecteur. Ça, c'est important d'avoir cette connaissance-là. Le subconscient me protège. Il est là pour ça. Il va donc garantir a priori et en priorité vraiment ma survie. Et pour faire ça, il a ces deux outils. Il a les mémoires et il a les émotions. Il y a 4 émotions négatives universelles. Quand je dis universelles, ça veut dire qu'on les a dès qu'on est tout petit, enfin même certaines sont tellement présentes qu'on les a même intra-utérin, comme la peur par exemple, et nous accompagnent toute notre vie, indépendamment du siècle, de la race, etc. C'est des émotions universelles. Peur, colère, tristesse, dégoût. 4 émotions fondamentales, universelles, négatives. Il y en a quand même 2 positives. C'est pas tout à fait équitable, mais c'est comme ça. 2 positives, la joie et la curiosité. Ça, c'est des trucs typiques de l'enfance aussi. Hein. Quand on est dans l'enfance, on est beaucoup là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'autres émotions, mais comme le subconscient n'a pas trop de mémoire, quand il y a une émotion négative qui arrive, l'enfant, il va trépigner, il va se rouler par terre s'il est en colère, il va pleurer s'il est triste, il va manifester, il va crier s'il a peur, etc. Ou il va faire la moue s'il est dégoûté. Mais rapidement, ça va évidemment passer dans les mémoires, mais s'estomper. Parce qu'un enfant, il est en expansion. Comme il a peu de mémoire, il est en expansion. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont potelés, joufflus, les enfants, parce qu'ils sont en expansion comme ça. Et puis quand on vieillit, on est comme ça, parce qu'on est en rétraction.
C'est normal, c'est le cycle de la vie qui fait ça. Hein. Et donc, oui, ça arrange pas tout le monde, mais c'est quand même comme ça. Hein. Il y a des trucs qui nous arrangent pas, mais qui sont des réalités incontournables, n'est-ce pas? Et donc, comme par exemple, je parlais tout à l'heure de l'inconscient profond, qui gère tous ces aspects du corps, qui nous fait grandir, qui crée les hormones, etc. Il fut un temps où il me faisait pousser les cheveux. Et maintenant, il me les fait tomber. Et ça ne m'arrange pas, mais c'est comme ça. Donc, c'est assez joli parce que quand on aborde toutes ces questions, on est un peu condamné à devenir philosophe avec l'âge. Et c'est merci la vie. Bref, je reviens à mes émotions. Les 4 émotions fondamentales négatives. Quand vous vivez une situation pénible, difficile, un trauma, peu importe, pas forcément que ce soit un truc affreux, il y en a des trucs affreux bien sûr, mais même si c'est un peu moins important, quand vous êtes enfant et puis que vous vous sentez rejeté, vous arrivez avec un dessin vers votre maman et puis vous tombez mal, c'est pas le moment, rentre dans ta chambre, etc. Vous avez une mémoire, donc une situation, et il y a une émotion qui vient se coller dessus. Ça va être quoi? Ça va être de la tristesse, il y aura peut-être de la colère, ça va être peut-être de la peur si la maman elle crie fort, etc. Et donc ça va créer un amalgame mémoire-émotion. L'émotion va coller la mémoire et à partir de ce moment-là, d'autres souvenirs vont restimuler l'émotion, d'autres événements vont restimuler l'émotion et se coller dessus. Comment ça se fait ça? C'est que comme le subconscient il veut nous protéger, quand vous vivez une expérience pénible, le subconscient se dit « Oh, ça c'est pas terrible » ou pire « Ah non, ça plus jamais, c'est trop affreux ». Bref. Et comme il est là pour nous protéger, il va étiqueter cette mémoire avec l'émotion et il va la stocker, il va la garder sous le coude en disant « Ça c'est un truc dangereux ». Il va créer à ce moment-là des stratégies mentales inconscientes qui sont la plupart du temps des stratégies d'évitement qui vont amener la personne à ne plus vivre cette situation. Le problème de ça, le côté un peu absurde de cette protection, comment elle se présente ainsi, c'est que pour nous protéger, le subconscient va sans cesse garder son attention sur les situations potentiellement dangereuses. C'est un moyen de protection, bien sûr, mais c'est un peu crétin. Prenez une phobie, par exemple. Prenez quelqu'un qui aurait peur des araignées. Je prends un exemple au hasard. Pas tout à fait au hasard, parce que j'en ai parlé avec mademoiselle qui est là-bas au fond. Et ça me revient maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un événement à un moment donné, avec une émotion qui s'est collée dessus. Et le subconscient qui dit « Ouh là, c'est vraiment ça, je ne veux plus vivre », va créer une stratégie d'évitement fondamentale et va garder son attention sur le truc. C'est-à-dire qu'à partir de là, partout où je vais aller, je vais regarder s'il n'y a pas des araignées quelque part. Donc, il y a un processus, un programme interne qui s'auto-alimente d'une crainte et qui va tout le temps garder le feu sous la casserole, si on veut. Hein. Ça va alimenter sans cesse le truc. Alors même que c'est pour vous protéger, en fait, ça vous pourrit la vie. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Quand vous avez... Donc ça, c'est un cas, mais vous pouvez avoir... Les phobies, c'est un truc vraiment merveilleux parce que ça permet de bien comprendre... Merveilleux, entendons-nous, pas pour la personne qui la vit, hein, mais ça permet de bien comprendre les principes. Comme le petit enfant qui se fait enfermer dans l'armoire par ses frères et sœurs ou ses petits copains qui se moquent de lui en plus, il a peur, il est en colère, il est triste parce qu'il a été trahi par peut-être un frère ou l'autre, enfin bref, il va associer cette mémoire à un endroit exigu et puis 20 ans plus tard, il vient me voir parce qu'il a peur des ascenseurs, mais il ne se rappelle plus de cet événement. Il a juste associé des choses qui font que maintenant il a peur des ascenseurs. Ce qui est très intéressant d'observer, c'est que quand le subconscient met en place une stratégie, un programme, un truc dans ce genre, il met en place
une stratégie absolument infaillible. Infaillible. Ça marche tous les coups. Le gars ne va pas se retrouver dans l'ascenseur en disant « Ah merde, j'ai oublié que j'avais peur des ascenseurs. » C'est impossible ça. C'est impossible. Il ne va jamais juste entrer dans un ascenseur. Ou une personne qui a peur des araignées ne va pas avoir une araignée sur la table puis s'appuyer comme ça en disant « Ah mince, au fait, j'ai peur des araignées. » Non, c'est infaillible. Ça marche tous les coups. Le subconscient, quand il met en place quelque chose, il met en place un programme parfait. Parfait. Alors c'est un peu ennuyeux, parce que si on a un programme qui nous casse la vie et qui est parfait, c'est un peu embêtant. La bonne nouvelle, c'est que quand il met en place la solution, elle aussi, elle est infaillible et parfaite. Donc ça, c'est très intéressant. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et pour bien comprendre comment ça se met en place, c'est que le subconscient, contrairement au conscient, il n'est pas logique, il est analogique. Il fait des analogies avec des choses qui, a priori, n'ont rien à voir. On fait tous plein d'associations d'idées. Vous entrez dans une salle, et peut-être tout d'un coup que les sièges, les chaises, vous rappellent vaguement les chaises de votre école, et ça vous ramène un peu à un souvenir d'école. Peut-être agréable, peut-être désagréable. Ou alors, vous voyez simplement, j'en sais rien, quelque chose qui passe, un objet qui vous fait penser à une autre situation, etc. Vous voyez une lampe comme ça, et puis ça vous fait penser à une boule de neige, et puis ça vous fait penser à un bonhomme de neige que vous aviez fait quand vous étiez petit, et puis que le voisin avait cassé, et puis que c'était pas sympa, etc. Bref, c'est l'analogie. Le subconscient travaille par analogie. De fait, il n'est pas linéaire, il est tridimensionnel. Tridimensionnel, ça veut dire qu'il travaille dans tous les sens, il fait tout en même temps. Contrairement au conscient qui ne peut pas penser à plus de 2 ou 3 trucs en même temps, maximum, le subconscient fait tout en même temps. Et c'est pourquoi on fait de la thérapie brève. Parce que comme il fait tout en même temps et qu'il fait des analogies avec tout, quand il est en train de régler un truc là, en même temps il va régler celui-là, et puis celui-là, et puis tant qu'on y est, on fait celui-là. Parce que pour lui, c'est en lien. Si on voyait ça de l'extérieur, de manière analytique, on dirait, mais ça n'a rien à voir. La plupart des gens qui viennent en cabinet, ils disent, j'ai plein de problèmes. J'ai des troubles du sommeil, je ne sais pas, j'ai pris du poids, je suis stressé, j'ai de l'eczéma, enfin bref. En réalité, sachez une chose, mesdames et messieurs, on n'a pas 36 000 problèmes. On en a un. Un seul. C'est d'être vivant. Mais c'est un super problème, c'est un défi en fait. Et cette manière d'être vivant, qui vient de notre perception du monde avec nos filtres, comment ça s'est construit au fil du temps, crée quelque chose d'intérieur, comme une racine, la racine de qui vous êtes. Et pour atteindre la racine, vous pouvez rentrer par n'importe quelle branche. N'importe quelle branche, vous rentrez et vous suivez les branches et vous suivez le courant et vous descendez. Et vous atteignez la racine. C'est pour ça aussi qu'on a de la thérapie brève. Les gens, ils viennent avec plusieurs problèmes. On prend celui qui est là. Celui qui est là, c'est celui qui est disponible. C'est égal par quelle branche on va rentrer. Si on va assez profond, on trouve la racine. Si on arrive à libérer la racine, et c'est ce qu'on tente vraiment de faire, et c'est ce qu'on fait quand même avec pas mal de succès, les problèmes se désagrègent. Il n'y a pas seulement le problème pour lequel vous êtes venu qui part. Il y a d'autres choses qui s'arrangent. Et souvent, des fois, ça prend un peu de temps. Vous réglez un truc, ça marche, et puis c'est seulement 3 mois ou 6 mois plus tard, vous dites, mais au fond, j'ai plus ce truc-là. Parce que votre subconscient, il travaille pour vous, c'est votre protecteur. Actuellement, il crée des stratégies d'évitement, des stratégies pour régler des problèmes anciens ou des traumas, on va les appeler comme ça, anciens, des programmes qui ont été mis il y a longtemps dans votre subconscient, qu'il a mis en place il y a longtemps. Il a mis en place pour vous protéger, donc c'était vraiment pour vous, c'était un programme positif à l'époque. Puis ce programme est resté, et vous ne savez plus qu'il est là. Aujourd'hui,
Si dans votre berceau, vous pleuriez pour que votre maman revienne vous chercher ou vienne vous cajoler, peut-être qu'aujourd'hui, quand quelqu'un de précieux pour vous vous quitte, pas forcément amoureusement, mais enfin s'en va, ou part en voyage, ou etc., vous êtes plus inquiet qu'il faudrait. Puis vous dites, mais c'est absurde, c'est idiot, raisonnablement, je m'en fais trop, je suis trop stressé, etc. Mais il y a un programme qui crée ça, un programme de protection au départ. Et c'est ça la racine des choses. C'est ça qu'on cherche en thérapie. Après ces programmes, ils se perpétuent, ils se tiennent en place selon une structure qui est personnelle à chacun. Et cette structure, elle émerge à travers les pensées. Les pensées. On a tous des pensées. Enfin, si vous n'avez pas de pensée, il faut me donner votre truc parce que je suis très intéressé. Ok. Et la pensée, c'est très, très, très intéressant à étudier. Essayez voir d'arrêter de penser pendant quelques instants. Est-ce que c'est vous qui pensez vraiment? Est-ce que c'est vous qui pensez? Ou est-ce que la pensée pense toute seule? Comme dit un de mes enseignants, Frédéric Vincent, de l'Institut Zéro Mental. Est-ce vous qui pensez ou est-ce que la pensée pense toute seule? C'est une idée philosophique ancienne qu'on retrouve en Orient. La pensée ne vous appartient pas. Si j'étais maître de mes pensées, je ne sais pas vous, hein, mais moi, si je pouvais maîtriser mes pensées, je ne serais quand même pas assez couillon pour me faire des pensées négatives, des trucs qui me sabotent la vie. Je ne maîtrise pas mes pensées. Les pensées sont l'émergence d'un processus profond. Le processus inconscient qui a mis en place des choses pour me protéger au départ, des programmes oubliés, lointains, et qui aujourd'hui me cassent la vie parce que je ne sais même plus qu'ils existent, et ça émerge des pensées. Ça fait des pensées négatives. Alors certes, on préfère les pensées positives, néanmoins, les pensées négatives, c'est comme les bouts des branches, c'est des entrées possibles pour aller au fond, qui vous êtes vraiment. Et c'est ça qui est intéressant. La pensée, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si elle est positive, elle vous aide à vivre, c'est sûr. Si elle est négative, elle vous offre des opportunités de vous comprendre vous-même, profondément. On va donc utiliser les pensées parce que les pensées font partie de ce processus mental qui maintient le problème dans le temps. On a tous au moins un petit problème ou plus. Et comment ça se fait que ce problème, il dure dans le temps alors que vous n'en voulez plus? Comment il fait pour durer ce problème? Il a commencé à un moment donné et c'est comme s'il y avait un truc qui l'entretenait sans cesse. Les pensées, c'est l'outil essentiel pour tenir cette structure en place. 60 000 pensées par jour. Ça vous dit quelque chose? Il y a des chercheurs qui se sont amusés à mettre des capteurs sur la tête des gens, puis ils ont fait des expériences, je ne sais pas exactement comment ils ont réussi à définir ça, mais 60 000 pensées par jour. Mais le plus épatant, vraiment, c'est que les 2/3, c'est-à-dire 40 000 pensées par jour, sont les mêmes chaque jour. Sont les mêmes chaque jour. Ça se répète tout le temps. Et je pense que vous pouvez vous reconnaître un peu là-dedans, au moins un peu. Les 20 000 pensées qui changent d'un jour à l'autre, c'est parce que vous bougez. Vous arrivez dans une salle que vous ne connaissez pas et il y a des pensées pour vous adapter à l'environnement. Mais les pensées récurrentes, celles qui sont tout le temps en train de tourner en boucle dans votre tête ou autour de vous, peu importe, elles sont issues du processus mental qui vous a construit. Donc c'est normal que ce soit tout le temps les mêmes. Et on peut naturellement imaginer qu'avec toutes ces pensées qui tiennent en place le problème et qui organisent donc cette structure, dès le moment qu'on peut agir sur cette structure, alors on peut changer le truc.
Et c'est ce que propose l'hypnose. Parce que dans l'état hypnotique, vous êtes relié à votre univers intérieur, c'est-à-dire votre propre réalité. Dans cette propre réalité, vous allez modifier votre perception des choses, modifier votre réalité, c'est-à-dire vivre une expérience nouvelle. Je reviens tout à l'heure à cette expérience avec cette jeune femme que j'avais mis à plat entre deux chaises. Et donc, elle a pu vivre une réalité différente de son corps. Cette réalité-là est très puissante. Quand vous vivez quelque chose en état d'hypnose, c'est comme si vous l'avez vécu plein de fois en état éveillé. Donc ça amplifie le phénomène. Et donc l'état hypnotique est un état particulièrement intéressant pour apprendre des nouvelles choses et créer une nouvelle réalité. Créer une réalité interne qui va devenir la réalité de référence pour le changement, sur lequel le changement, la solution peut s'installer. Et donc, grâce à ce processus, à ce principe, on va pouvoir l'appliquer finalement à pratiquement tout, puisque la pensée qu'on croit consciente est dépendante des constructions subconscientes et que l'inconscient profond qui gère le corps s'aligne à ça. Dès le moment qu'on peut entrer en communication avec le subconscient et lui donner de nouvelles possibilités pour nous protéger mieux qu'il le faisait avant, tout va basculer, tout va se transformer. Alors des fois c'est très spectaculaire, ça a l'air magique comme ça, comme les cas les plus spectaculaires, c'est les phobies. On traite directement sur la structure et le truc part. Voilà. Après, c'est clair que si on est dans des mal-être plus profonds, des manques de confiance en soi, etc., ça prend un petit peu plus de temps à se réaligner. Mais ça reste de la thérapie brève, justement parce que le subconscient est tridimensionnel. Il agit sur tous les plans en même temps. Donc ça, c'est vraiment super important. Et à quoi ça va nous amener ? Ça va nous amener simplement à développer plus de confiance, de la confiance en soi, bien sûr, la confiance dans cette partie de soi qui est tout au fond, le vrai vous, en fait. Cette vraie partie qui est finalement un peu désidentifiée de tout ce que vous croyez être. Vous croyez être ça parce que vous percevez le monde à travers vos filtres mentaux. Et en travaillant en hypnose, ça permet de donner au subconscient de nouvelles possibilités. Comment est-ce qu'on fait ça pratiquement ? On passe par la relaxation. Quand on relaxe le corps, la fréquence des ondes cérébrales baisse. À l'état d'éveil tel que vous l'êtes maintenant, vous êtes en onde bêta. On est tous un peu bêta quand on est réveillé. Et ensuite, on va descendre gentiment dans les ondes alpha, relaxation légère. Là, le subconscient a déjà de la place pour faire des choses. C'est ce qu'on fait dans les courtes séances d'hypnose. Et puis, après, on peut descendre dans les ondes θ, qui sont des ondes profondes, hypnose profonde, où là, votre conscient est là complètement déconnecté, et vous n'entendez même plus ce que l'hypnothérapeute vous raconte. En fait, vous êtes tellement bien que vous n'en avez rien à carrer, et vous vous laissez faire. Voilà. Et puis après, si on descend plus bas, on sombre dans le sommeil. On va utiliser donc cette modulation de fréquences, des fréquences des ondes cérébrales, pour rentrer en communication avec ce subconscient et en lui donnant des suggestions, des images qui vont être choisies en fonction de votre manière de vous être construite. On va choisir le meilleur moyen pour donner de nouvelles possibilités à votre subconscient de se déployer et d'installer en vous de la confiance, de la sécurité, de la satisfaction, de la joie et de la curiosité. Je vous remercie de votre attention. J'aurais vraiment encore beaucoup de choses à vous dire, mais il est l'heure, on doit faire la place au suivant, bien sûr. Je vous remercie d'avoir été présent. Si vous avez des questions, on n'a plus le temps ici, mais n'hésitez pas à venir sur le stand 37 pour poser des questions à moi-même ou à d'autres hypnothérapeutes qui sont à votre disposition.
Encore merci et soyez heureuses, soyez heureux. Il y a ici quelques flyers de l'association ou les miens, si ça vous intéresse. Hop, je vais faire un peu de place. Je suis aussi là-dedans et ça c'est ma carte, mon carton personnel. Voilà, servez-vous seulement. On va sortir un peu, une petite série. Merci. Hop, je vous en prie. Merci madame. Super, merci.